Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue dans cette séquence de cours dans laquelle je laisserai la notion des contraintes dans le sol. Et donc avant de passer aux contraintes du sol, donc j'aimerais bien faire un rappel sur le sujet des contraintes. Je commencerai d'abord par les hypothèses utilisées au niveau de la mécanique des molécules contenues pour développer les modèles mathématiques physiques qui servent à l'étude de tels phénomènes. Donc il existe trois hypothèses importantes sur les matériaux. Je cite la première hypothèse qui est la continuité. Donc dans notre étude, on considère que le matériau utilisé est un matériau continu. Bien qu'à l'échelle atomique ou moléculaire, cette hypothèse n'est pas vérifiée. Mais on note très bien que pour le domaine étudié, pour les pièces mécaniques qu'on étudiait, les dimensions dépassent de loin l'échelle atomique et moléculaire, ce qui affirme cette approximation qu'on a effectuée. La deuxième hypothèse est l'homogénéité. Ça veut dire, pour un matériau donné, les propriétés physiques restent les mêmes sur tous les points du domaine. La troisième hypothèse utilisée est l'isotropie. Ça veut dire que les propriétés mécaniques des matériaux restent valables dans toutes les directions. Je mentionne très bien que ces deux dernières hypothèses, bien qu'ils sont vérifiés pour pas mal de matériaux, secteurs limitants, elles restent très approximatives pour des matériaux utilisés dans le domaine de la construction. Je cite bien le béton, qui est un matériau composé de granulats, de sable, de ciment, de l'eau et de l'air, et bien d'autres ajouts. Reste un matériau qui est hétérogène, aussi qui n'est pas isotrope. Et le deuxième matériau, par exemple le bois, ne présente pas à 100% des caractères d'homogénéité et d'isotropie. Mais je cite bien que ces hypothèses nous permettent d'avoir des modèles mathématiques approximatifs qui servent à étudier pas mal de phénomènes. Aussi, il faut toujours affirmer ces modèles qu'on obtient par des expériences. Maintenant, considérons un solide en équilibre S, donc sur lequel s'exerce un ensemble de forces extérieures. Et donc on va couper ce solide-là suivant un plan virtuel P. Donc sur chaque élément de ce plan-là, delta S, donc la demi-partie coupée exerce une force sur la demi-partie restante pour que cette partie soit en équilibre. Et donc, sur chaque élément delta S du plan de coupe, on pourra définir la contrainte vecteur F étant donné la delta F qui est la force exercée sur delta S qui est la surface de l'élément. Donc on constate très bien que cette contrainte elle est homogène à une pression. Donc elle sera exprimée en Pascal. Et on peut toujours composer cette contrainte F en deux composantes, la normale, sigma, fois n, et la tangentielle, qui est tau fois t. Et donc, F sera égal à n, qui est vecteur normal, multiplié par sigma, plus tau, multiplié par le vecteur tangentiel t. Maintenant, pour définir l'état des contraintes autour d'un point M, il suffit de connaître les composantes des forces qui s'exercent sur les faces d'un parallélépède autour du point M dont les arêtes sont parallèles aux axes OX, OY et OZ. Donc ainsi, l'état des contraintes sont représentés par une matrice symétrique qui s'appelle tenseur des contraintes. Le tenseur des contraintes, il est toujours symétrique. Ainsi, il existe trois
plans privilégiés dans lesquels, si on décompose la contrainte en une contrainte tangentielle et normale, la contrainte tangentielle est nulle. Ces plans s'appellent plans principaux. Leur direction normale s'appelle direction principale. Et les contraintes normales s'appellent contraintes principales. Pour étudier l'état des contraintes autour d'un point M, on peut utiliser une représentation qui s'appelle diagramme de mort au cercle de mort. Il consiste à représenter le vecteur contrainte F sur un système d'axes sigma tau, contrainte normale, contrainte tangentielle. Dans un repère OX, OY, le tenseur contrainte s'exprime sur le plan sous forme d'une matrice symétrique carrée d'ordre 2, comme on voit sur le slide. Donc, si on connaît les contraintes sur les facettes OX, OZ, on peut déduire l'état de contrainte sur n'importe quelle facette inclinée d'angle θ. Donc, on va faire l'équation d'équilibre. On va obtenir facilement sigma θ et tau θ. Et donc, si on veut écrire l'équation de la courbe qui décrit la répartition des contraintes sur la facette inclinée d'angle θ, sigma θ, tau θ, on va obtenir un cercle de rayon R est égal le racine carrée de sigma z moins sigma x sur 2 au carré plus tau x z au carré. Et pour rayon, donc comme abscisse, on va obtenir sigma z plus sigma x sur 2 et pour ordonnée, donc 0. Et comme ça, on constate très bien que la répartition de la contrainte autour du point M est décrite par un cercle qui aura par la suite deux contraintes principales. Donc une contrainte principale qu'on va appeler sigma 1 qui est mineure et une contrainte principale qu'on va appeler sigma 2 qui est majeure. Donc si on veut déterminer les plans principaux, on doit annuler les contraintes tangentielles. Donc tau θ sera égal à 0. Ainsi, on va obtenir deux angles θ1 égal à 1 demi-arc tangent de tau x z sur sigma z moins sigma x et θ2 égal à θ1 plus p sur 2. Et donc au niveau des plans principaux, on va obtenir deux contraintes principales. On va appeler la première sigma 1 par exemple égale à sigma z plus sigma x sur 2 qui est l'abscisse du centre plus le rayon, donc plus le rayon qui est racine carrée de sigma z moins sigma x sur 2 au carré plus tau x z. Et pour la deuxième contrainte principale qu'on va appeler sigma 3, donc sigma 3 sera égal à l'abscisse du centre du cercle qui est sigma z plus sigma x sur 2 moins, donc maintenant moins le racine carrée de sigma z moins sigma x sur 2, le tout au carré, plus tau x z au carré. Donc comme ça, on va obtenir les deux contraintes mineures et majeures, sigma 1 et sigma 2. Ici, par exemple, les deux plans qu'on avait auparavant sont des plans principaux. Donc on aura automatiquement tau x z égale à 0, on va obtenir ainsi sigma 1 qui est égal à sigma x et sigma 3 qui est égal à sigma z. Donc pour estimer les contraintes à l'intérieur du sol, on va considérer ce dernier étant un domaine qui est élastique linéaire. Comme ça, on pourra appliquer le principe de superposition qui dit que l'effet produit par un ensemble des charges qui agissent simultanément est égal à la somme des effets produits par chacune des charges agissant d'une façon qui est indépendante. Comme ça, pour déduire la contrainte exercée sur un élément sol, on pourra toujours calculer indépendamment la contrainte provoquée par chaque type de chargement et déduire à partir du principe de superposition la valeur de la contrainte totale exercée sur un point du sol. La contrainte sur une profondeur z du sol, elle est égale
à la contrainte qui est due au poids propre du sol, plus la contrainte qui est due à une surcharge qui se trouve sur le sol. On va sommer les deux pour obtenir la contrainte réelle exercée sur la facette qui se trouve à une profondeur Z des vaisseaux. Si on veut calculer la contrainte due au poids propre du sol, sigma vertical, donc on sait que sur une profondeur Z, si on considère un élément de surface delta S, donc le volume du sol contenu dans ce sol, il est égal à delta S fois Z. Et donc la contrainte due au sol sera égale au poids du sol sur l'élément de surface delta S. Le poids du sol est le poids volumique du sol multiplié par le volume, qui est égal à delta S fois Z. Et donc sigma vertical dû au poids propre du sol sera égal gamma fois delta S fois Z sur delta S. On va simplifier par delta S et on va obtenir la formule des contraintes dues au poids propre qui est égale à gamma fois Z. Pour un sol qui est sec, donc gamma soit remplacé par le poids volumique sec, donc qui est égal à gamma T. Et donc sigma vertical sera égal à gamma T fois Z. Pour les sols stratifiés, ça veut dire constitués de plusieurs couches de sol hétérogènes de gamma HI, donc, et de profondeur HI. Donc on va multiplier chaque poids volumique par son profondeur et on va sommer. Donc sigma vertical sera égal à la somme des gamma HI multiplié par HI. Maintenant pour le cas des sols saturés. Donc on sait que le sol noyé dans l'eau interstitielle, donc cette eau va diminuer le poids du sol par une valeur qui est égale au poids du volume de l'eau décalé. Ainsi, le Terzaghi propose que la contrainte verticale est égale à la contrainte verticale qui est égale à la contrainte effective transmise au sol plus la pression interstitielle, et que l'eau ne transmet pas les contraintes tangentielles. Donc la contrainte tangentielle temps sera égale à temps prime transmise par le sol. Et comme ça, si on veut la contrainte effective sigma prime V, il est égal à sigma V moins U, et temps il est égal à temps prime. Considérons l'exemple suivant. Donc la nappe phréatique se trouve sur une profondeur H1. Donc si on veut calculer la nappe, le niveau de la contrainte, si la profondeur Z est égale à H1, dans ce cas-là, la contrainte du au sol est égale à gamma 1 fois H1. Maintenant, sur la profondeur H1 plus H2. Donc, on a une nappe phréatique sur une profondeur H2. Dans ce cas-là, si on veut calculer la contrainte totale, donc il sera égal, on va utiliser la méthode du sol stratifié. Donc, il est égal à gamma 1 fois H1 plus gamma 2 fois H2. Bien sûr, gamma 2 qu'on va prendre, c'est le poids volumique saturé du sol. Donc pour la contrainte effective, donc au niveau de la profondeur Z est égal à H1 plus H2 sera égal automatiquement à la profondeur de l'eau qui est H2 multiplié par gamma de l'eau. Maintenant, on va voir comment calculer les contraintes dues aux surcharges sur le sol. Donc, en fonction du type de charge, on va proposer des formules adéquates pour ce type de calcul.
Et donc, quand il s'agit d'une charge qui est uniformément répartie sur toute la surface du sol, donc Q, la contrainte dans ce cas-là sera toujours égale à delta sigma z sera toujours égale à Q, quelle que soit la profondeur. Dans le cas d'une surcharge qui est ponctuelle Q, donc Boussinesq avait proposé une formule qui dit que la contrainte due à la surcharge ponctuelle Q, elle est égale, donc delta sigma z égale à 3Q sur 2P fois Z au carré multiplié par R sur Z au carré plus R au carré à la puissance 5 sur 2. Comme ça, on pourra déterminer donc, la répartition de la contrainte dans le sol. On constate très bien que la valeur de la contrainte diminue avec la profondeur. Sur l'axe Z, il diminue encore si on s'éloigne du point d'application de la surcharge Q. Donc toujours pour le calcul des surcharges ponctuelles, on peut se servir à la place de la formule analytique des ABAC. Donc on va écrire d'abord delta sigma z sous forme de l'équation, donc Q sur Z carré fois N. Donc N, il est donné en fonction de R sur Z. Donc en fonction de la valeur de R sur Z, on va déduire N et par conséquent, on va calculer delta sigma Z. Donc sur le bulbe des contraintes, on constate très bien que la valeur de la contrainte ponctuelle atteint pratiquement 5% à partir d'une profondeur de 3 mètres. Donc il devient négligeable. Pour calculer les différentes distributions de charges réparties sur une surface, on va toujours commencer par la formule de Boussinesq. Donc on sait la répartition des contraintes dues à une charge ponctuelle. On va intégrer sur la surface donnée. On va utiliser le principe de superposition. On va supposer que le milieu est pseudo-élastique et inopposant. Comme ça, on va obtenir donc la formule des contraintes dues aux différentes charges réparties. Comme exemple, nous avons ici donc, la contrainte due à une charge uniforme circulaire. Donc, pour ce cas-là, donc on va baser sur la formule de Fuster, donc qui dit que on va se baser sur la BAC. On a la contrainte delta sigma z, elle est égale à Q 0 fois I sur 100. Donc on va déduire I à partir de la BAC. Donc on a petit r c'est grand R, on a petite z sur R. Donc à partir de les valeurs de petite z c'est grand R et petit r c'est grand R. Donc on va déduire la valeur de I. Et par conséquent, quand on détermine la valeur de I, on va pouvoir calculer la contrainte répartie sur la surface. Donc, maintenant, on va voir le cas d'une charge uniforme rectangulaire. Donc on peut calculer donc, la contrainte sous l'angle des rectangles, sous l'angle des rectangles chargés. Dans ce cas-là, donc la formule de Stein-Brunner dit que la contrainte delta sigma z due à la répartition, elle est égale à Q fois I. Donc on va calculer M qui est B sur Z, on va calculer N qui est L sur Z, et on va déduire la valeur de I. Et quand on a la valeur de I, on peut facilement calculer delta sigma Z en multipliant par le chargement Q. Donc il reste à mentionner que pour les différents cas de chargement possibles, par exemple pour les remblais, on trouve le chargement trapézoïdal, donc on peut trouver des chargements triangulaires. Dans les cas-là, sont toujours traités dans la littérature. Vous pouvez consulter donc, les bouquins qui s'intéressent à l'étude des contraintes dans le sol, et vous pouvez trouver les différents cas non cités au niveau de cette présentation. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.